Bonsoir. On va normalement pouvoir démarrer. Alors, je suis Gwendoline Delbos-Corfield. Il n'y a pas si longtemps, j'étais conseillère municipale à Grenoble, à l'époque où les écologistes étaient dans l'opposition. Mais surtout aujourd'hui, et c'est à ce titre-là plutôt que je parle ce soir, je suis membre de la direction des Verts français et membre de la direction aussi des Verts européens, du Parti Vert européen. Quand on a réfléchi à l'organisation de cette soirée, on s'était imaginé qu'on pourrait peut-être avoir une petite séquence où on montrerait des photos à nos intervenants pour les faire réagir, des photos symboliques des dernières années européennes. Et évidemment, il y avait des photos plus ou moins positives auxquelles j'arrivais à penser, des photos peut-être aussi d'une Europe combative. Quand il n'y a pas si longtemps, le fondateur de Facebook est venu présenter un peu des comptes sur la question de la gestion des données personnelles. Ou, je me rappelle, il y a quelques années, quand il y avait le président tunisien qui était venu parler de démocratie et de liberté, c'était un beau moment au Parlement européen. Mais, pour être tout à fait honnête, les images qui viennent le plus vite à l'esprit, c'est quand même des images assez terribles. On aurait par exemple pu montrer des photos des années 2012 à Athènes, l'année 2012 à Athènes, et des mouvements, des manifestations à ce moment-là, en plein cœur de la crise grecque, ou des photos beaucoup plus récentes aujourd'hui d'Athènes, de quartiers dégradés, d'établissements de santé extrêmement détériorés, de la grande pauvreté qui est en Grèce aujourd'hui. Et puis surtout, évidemment, les images qui nous viennent très très vite à l'esprit à tous, c'est des images de personnes sur des canaux pneumatiques quelque part sur la Méditerranée, ou des images de personnes qui se confrontent à des barrières, des barbelés, des murs, quelque part en Europe centrale ou entre l'Angleterre et la France. Donc cette Union européenne, on a plutôt tendance à la critiquer. Et d'ailleurs, nous les écologistes, on sait très très bien la critiquer, on la connaît très bien, et on la critique très bien. Et on a raison de la critiquer, on la critique déjà dans sa nature même, cette idée d'une Europe qui s'est construite d'abord autour de relations marchandes, puis très vite autour d'une monnaie unique, mais qui a oublié en chemin de s'organiser aussi avec une gouvernance politique et économique forte qui permettrait d'avoir partout des règles communes sur des questions sociales, sur des questions de droit, de travail, sur des questions de liberté, tout simplement. Et ça, il y a aussi. Mais reste que, n'empêche, on pense quand même que c'est l'avenir, cet espace européen. L'avenir pour tous, pour les citoyens, et pour nos États, et pour nos institutions. Les raisons... vous les connaissez, on les dit à chaque fois, elles sont connues. Le fait que les enjeux du XXIe siècle, nous n'arriverons pas à les aborder autrement qu'à l'échelle européenne, notamment la question évidemment des migrations dont je parlais tout à l'heure, mais aussi la question de l'évasion fiscale, mais aussi l'espoir de pouvoir créer des politiques communes sociales, notamment qui permettraient d'éviter le dumping salarial. Il y a toutes ces raisons rationnelles, pragmatiques. Il y a la question du climat qui devrait même se régler à une échelle planétaire, sauf que la gouvernance mondiale aujourd'hui, elle est encore plus faible que la gouvernance européenne. Il y a toutes ces questions rationnelles, mais surtout et avant tout, il y a probablement une raison symbolique, philosophique, humaniste, je ne sais pas trop comment le dire. En fait, c'est la question de savoir si on accepte l'altérité ou pas. Le projet européen, c'est d'abord un projet d'aller à la rencontre de l'autre et d'accepter qu'on n'est pas différent du voisin parce qu'il habite quelques kilomètres à côté de nous. Et toutes les études sur les questions de racisme, de discrimination le montrent. Plus on rencontre l'autre, plus on accepte l'autre. Moins on rencontre l'autre, plus la différence devient problématique. Et c'est pour cette raison-là que le projet européen reste fondamental pour les écologistes. C'est avant tout une nécessité aujourd'hui de défendre ce projet parce que si on devait renoncer au projet européen, demain on expliquerait à nos enfants qu'on a refusé l'autre quelque part. Alors évidemment, la réponse des écologistes, elle n'est pas simpliste, comme sur plein d'autres enjeux d'ailleurs. Et comme elle n'est pas simpliste, elle est difficile à expliquer. Mais c'est devenu d'autant plus nécessaire aujourd'hui de défendre cette idée d'une Europe qui est un projet avant tout humaniste, parce que, évidemment, les dernières années, l'Europe, elle est devenue aussi le champ de lutte qu'on pourrait dire civilisationnelle. Ça a commencé à l'Est, mais c'est un peu partout aujourd'hui. Et évidemment, il y a un autre projet européen. Cet autre projet européen, il se fonde sur l'idée que, par exemple,
on a tous des racines quasi exclusivement chrétiennes. Ils se fondent sur l'idée que l'autre est un problème. Parfois même le migrant il a vocation à mourir. Et comme on se fonde sur ce projet-là, et comme on se fonde sur ces choses chrétiennes, on assigne aussi chacun une place. Chacun, on ne doit pas sortir de sa classe sociale, on est assigné à son sexe, on ne peut pas bouger. Et ce projet-là, il devient en ce moment un petit peu inquiétant parce qu'il se répand un peu partout. Et c'est pour ça que les écologistes ont d'autant plus intérêt à défendre leur société à eux, leur projet de société à eux, une société ouverte. Une Europe ouverte, une Europe féministe, une Europe qui accepte l'autre, qui accepte l'altérité. Et ne croyez pas que tout cela ne s'accommode pas de l'ultralibéralisme. Évidemment, des régimes autoritaires vont très bien avec l'ultralibéralisme. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on peut très bien se retrouver très rapidement face à la conjonction de ces deux alliances, d'un monde réactionnaire et d'un monde de la dérégulation complète des droits sociaux et des droits du travail. C'est ce à quoi on est confronté de plus en plus, et même si on n'en est pas là en France, on ne peut pas s'empêcher d'être inquiet des derniers mouvements de séduction du gouvernement Macron à l'égard des tenants de la religion chrétienne. On ne peut pas s'inquiéter de certains discours très conservateurs sur des questions sociétales, sociales, sur des questions de culture, et on voit bien que là aussi, ultralibéralisme et conservatisme peuvent aller très bien ensemble. Et donc, ce soir, on va essayer de savoir comment nous, écologistes, on peut défendre cette autre Europe, comment, tout en la critiquant, on peut continuer à la faire avancer, et donc comment on peut ne pas jeter ce projet de solidarité entre les peuples, ce projet fédérateur, avec l'eau du bain ultralibéral. C'est ce soir avec 3 personnes qu'on va discuter de ça. D'abord avec le maire de Grenoble, une ville qui incarne assez joliment les questions européennes, à la fois par sa population et par le fait qu'elle a des grands instruments européens, mais aussi par la vie locale foisonnante. Avec Marie Toussaint, qui est membre de la direction aussi des Verts français et qui est en charge du programme Europe, mais qui est aussi présidente d'une association qui s'appelle Notre Affaire à tous et qui essaye d'amener en justice tous ceux qui aujourd'hui créent des gros désordres environnementaux et des gros dégâts environnementaux. Et puis avec Philippe Lambert, dont vous avez probablement bien entendu parler ces derniers temps, puisque quand Macron est venu au Parlement européen, c'est lui qui a parlé au nom des Verts, du grand groupe Vert au Parlement européen. Il en est le coprésident. Et ça a fait un peu mouche, c'est des images qui ont été beaucoup vues. Mais il y a quelques années, c'est aussi quelqu'un qui avait réussi à être aux grandes heures de la BBC, parce qu'il avait été un de ceux qui ont beaucoup critiqué les énormes dividendes du monde financier et de la City. Donc c'est avec lui aussi qu'on discutera ce soir. Je vais demander maintenant à Eric de monter pour commencer cette soirée. Parce qu'on va arriver les uns après les autres. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là ce soir, un plaisir d'être là avec Philippe, évidemment, parce que je crois que ça porte bien, il incarne bien à la fois cette ambition forte, cette ambition européenne, mais cette ambition d'une Europe non néolibérale, une Europe positive, une Europe qui permet la transition sociale, environnementale, démocratique que on s'attache à essayer de construire un peu partout. Moi, en quelques minutes, je voulais dire que justement cette Europe-là, en fait ces territoires-là, aujourd'hui, ils émergent un peu partout, et ils émergent dans les villes, dans les territoires, parce que c'est là, finalement, que, en dehors des États qui font de la géopolitique, c'est là qu'on peut construire des réseaux qui partagent des succès et des échecs, qui essaient de partager cela très simplement pour gagner du temps, pour éviter des erreurs. Et finalement, on voit que cette aspiration là, cette aspiration de l'après-Rio et de l'après-COP21, elle est forte dans la population, elle est forte partout dans la population, partout en Europe. On a vu, évidemment, il y a l'aventure grenobloise, mais il y a l'aventure d'Amsterdam qui vient, où une mairesse écologiste vient d'être élue. L'aventure d'Innsbruck, le mois dernier, Innsbruck, la deuxième plus grande ville des Alpes, qui a également choisi de porter une majorité forte consonante écologiste, avec des leaders écologistes et un maire avec le suffrage universel écologiste également.
Donc on voit que c'est là finalement qu'on peut sortir de cette géopolitique pour faire avancer les biens communs, pour faire avancer le bio dans les cantines, pour faire avancer le végétarien, pour faire avancer une énergie qui est ni fossile ni nucléaire. À Grenoble, je le rappelle, en 2022, nous aurons couvert les besoins du territoire en énergie ni fossile ni nucléaire. Donc il y a toute cette capacité, et c'est ce que nous essayons de faire à Grenoble avec la biennale des villes en transition notamment. Il y a eu la première en 2017, la deuxième arrive donc très vite maintenant en mars 2019. Plus de 20 territoires étaient là des 5 continents pour partager leur expérience autour des biens communs, partager leur expérience autour finalement d'un modèle qu'on dessine un petit peu, qui se dissipe dans le brouillard. On en connaît quelques briques, et notre objectif, c'est de faciliter, d'accélérer l'émergence de ces briques, qui sont des solutions à chaque fois qui sont bonnes pour tout de suite et bonnes pour le futur. Donc voilà un peu ce que je voulais dire ce soir en amorce de cette ambition européenne. C'est que l'ambition européenne, elle va de pair avec cette transformation des territoires. Et cette transformation des territoires, on parlait tout à l'heure avec Philippe d'une potentielle surprise aux élections européennes, parce que l'envie, en fait, elle est là et on la voit poindre un peu partout dans les territoires. De mon point de vue, ça s'accroche derrière à quelque chose de plus fondamental, de presque plus philosophique. C'est que finalement, l'humanisme du XXIe siècle, ça peut être la transition, ça peut être ce cheminement. C'est pas de dire voilà quel sera exactement le modèle de demain et puis voilà comment sera votre vie. Non, nous avons une mythologie à construire ensemble. C'est toujours la culture et l'esthétique qui nous poussent en avant. Mais nous avons le chemin à proposer, l'humanisme est un chemin, et aujourd'hui ce que nous proposons, c'est cette nouvelle forme d'humanisme du XXIe siècle, c'est de garantir des sécurités en matière de mobilité, en matière de logement, en matière d'alimentation, en matière de santé, en matière de sécurité évidemment physique, garantir des sécurités sur lesquelles nous pouvons avoir un socle, nous pouvons nous appuyer sur ce socle fort pour chérir le vivant. Donc ça c'est fondamental dans le projet aujourd'hui, chérir le vivant, à la fois évidemment sur la question du dérèglement climatique, sur la question de la lutte contre les pollutions de toutes sortes, et sur la question de la gestion des biens communs, l'eau, l'énergie, les matières premières, la biodiversité, les terres agricoles. On a là 5 ressources, 5 biens communs à cultiver ensemble, et ne jamais oublier, et c'est ça je crois qui fait la beauté de l'humanisme à travers les siècles, que tout cela ne marche que si nos vies ont du sens. Donc comment offrir finalement la liberté à chacun, la liberté de contribuer, parce que c'est ça qui fait bouger, et c'est ça qui fait en plus beaucoup plus bouger, parce que la société civile est en avance, que ce soit les acteurs associatifs, mais même les acteurs économiques. Aujourd'hui, on a vu d'ailleurs récemment en France avec les états généraux de l'alimentation qu'on finit par avoir même la FNSEA qui est en avance sur le gouvernement, ce qui fait peur par certains aspects, mais qui montre qu'en fait on peut s'appuyer de toute façon, la société civile bouge plus vite que les institutions, et donc appuyons-nous là-dessus pour accélérer cette coopération entre les institutions et la société civile. Voilà. Je terminerai, puisque nous sommes là quand même dans une perspective électorale, pour dire que moi j'ai quand même un coup de gueule à pousser, parce que si notre message nous écologistes, mais je dirais la même chose demain au congrès fondateur de Génération, et je le dis partout, si notre message c'est de dire voilà, nous avons planté notre tente, nous avons raison, rejoignez-nous, nous sommes ouverts, hein, notre discours est nous avons raison, nous sommes ouverts, donc rejoignez-nous. On se plante. C'est en construisant ensemble une maison commune que l'on peut avancer. Si chacun reste dans sa tente en disant voilà, les autres, vous n'êtes pas tout à fait assez purs, votre projet n'est pas assez pur, il ne va pas assez loin, donc rejoignez-nous, nous avons raison. À ce moment-là, nous faisons le choix de la division, nous faisons le choix de rester dans les logiques de contre-pouvoir, et nous faisons finalement le choix de faire de Macron un président à vie et de faire de l'Europe néolibérale finalement l'Europe qui continue d'avancer, qui continue de pousser ses pions, et qui en réaction à cela pousse les populismes de tous bords. On voit un peu partout que nous ne sommes pas à l'abri. On répète depuis
depuis la Shoah que l'humanité peut tomber dans des abîmes immenses. En fait, on répète depuis que l'humanité est à la fois capable du meilleur et du pire. On voit que c'est encore possible, effectivement, qu'on est toujours capable du meilleur et du pire. À nous de contribuer à cultiver ce meilleur, à nous de contribuer à construire, d'accepter d'être, en tant que parti politique, en charge de la formation, du travail sur les valeurs, d'aller chercher des gens aussi pour qu'ils s'engagent, de moyens logistiques également, mais qu'on soit capable de se mettre au service de projets qui nous dépassent pour les élections, pour construire une maison commune qui, seule, peut nous permettre de porter un projet collectif qui soit majoritaire. Il y a, de mon point de vue, une majorité culturelle, il reste à la cristalliser en majorité politique. C'est possible, on le voit un peu partout sur les territoires, je crois que c'est possible également à l'échelle européenne. Voilà. Merci. Je vais maintenant demander à Marie Toussaint de monter et de nous parler des grands axes du programme d'Europe Écologie. Bonsoir. C'est un peu court. Je m'excuse. Bonsoir. Alors, moi, ce que je voulais vous dire d'abord, c'est merci. Merci aux militants écolos grenoblois de nous accueillir ici. Ça fait quelques mois maintenant que je fais un peu le tour de France pour parler du projet d'Europe Écologie Les Verts pour les européennes. Donc moi, je vais parler de la pureté du projet, n'en déplaise à Eric. Mais c'est une bonne manière aussi de pouvoir discuter ensemble de ce qu'on peut et ce qu'on veut faire, une fois qu'on a fait aussi un point sur là où on voulait aller. Et puis je voulais remercier aussi Eric et Philippe. Je crois que ce qui s'est passé cette nuit au sein des pays européens, c'est cet échec de l'Europe des États, de l'Europe des nations, qui est prôné à la fois par l'extrême droite et finalement aussi par une grande partie de la gauche, et qui finalement a buté sur les égoïsmes de chacun, et qui en ressort avec un accord qui a supposément sauvé l'Europe, mais seulement en disant en fait on va enfermer des gens à nos frontières de sorte à ne pas avoir à se les répartir entre nous parce qu'on les aura parqués sur le côté et comme ça on s'en sera sorti. Et cette Europe-là, c'est pas celle qu'on défend. On a signé à plusieurs reprises ensemble avec Eric et Philippe des tribunes ces dernières semaines, ces derniers mois, où on appelait à une politique véritablement européenne de l'asile, c'est-à-dire une politique de la solidarité entre les États, entre les citoyens, où on appelait à la réforme du règlement de Dublin, évidemment, et puis où on appelait aussi à un accompagnement des territoires directs par l'Europe, des territoires humanistes qui, comme la ville de Grenoble, comme la ville de Grande-Synthe et comme tant d'autres territoires en Europe, souhaitent, quant à eux, accueillir les réfugiés, ne jettent pas la pierre à ceux qui fuient la guerre, les violences et la déprédation des ressources, et construisent par les territoires cette Europe que nous appelons de nos voeux et la seule que nous voulons finalement prôner. Alors je vous l'ai dit, je suis venue ici aussi vous parler du projet, mais on nous a posé une question qui est comment ne pas jeter l'Europe avec l'eau du bain libéral. Alors la question elle est de savoir à la fois comment est-ce qu'on se débarrasse du libéralisme, à la fois comment est-ce qu'on sauve l'Europe, puisqu'on voit bien qu'elle a besoin effectivement, et Gwendoline l'a bien rappelé, d'être sauvée. Mais cette Europe-là, cette Europe humaniste non libérale, elle existe. On a évoqué tout à l'heure le fait qu'on ait une première maire femme d'une des grandes capitales européennes, qui est la ville d'Amsterdam. Elle a été nommée avant-hier, elle est écologiste et on en est très fiers. On sait aussi, on a vu qu'on est en train de panthéoniser Simone Veil, et alors qu'on nous dit que l'Europe est pétrie par les conservatismes et que de toute façon on va avoir un recul des droits partout, et on l'observe effectivement en Pologne, on l'observe en Espagne, mais en réalité en Irlande on a réussi à légaliser l'avortement pour toutes les femmes. Ça c'est une grande avancée et je crois que c'est l'une des propositions majeures des écologistes pour l'Union européenne pour les années qui viennent, c'est de garantir à chacune la libre disposition de son corps. Et puis cette Europe qui existe, alors même si on n'a pas encore gagné les combats, c'est aussi celle des citoyens qui, même s'ils ne gagnent pas encore contre les lobbies, permettent à travers leur combat de véhiculer leur vraie image, de montrer leur vrai visage, et c'était l'initiative citoyenne européenne qui a recueilli plus d'1 million de signatures
contre le glyphosate. Alors cette Europe qu'on veut, c'est celle de la paix et de la prospérité. Je vais énumérer un peu quelques propositions, puis on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler après ensemble. Mais l'Europe qu'on veut, c'est celle de la paix et de la prospérité. Ça, c'est les valeurs fondamentales de l'Europe. C'est celles que nos dirigeants ont aujourd'hui oubliées. Et nos chefs d'État avant tout, même si au Parlement européen, on a aussi des reculs, mais on arrive quand même à mieux maintenir l'intérêt général. Cette Europe-là, c'est celle qui construit une Europe, non pas de la défense, mais une Europe de la sécurité, en protégeant à la fois les ressources et en ayant une politique extérieure de promotion de la paix. Cette Europe-là, c'est celle qui assure la solidarité entre les États et la démocratie pour éviter de nouvelles graisses. Cette Europe-là, c'est aussi celle qui défend la solidarité entre les citoyens en mettant en place une protection sociale qui vient compléter les avancées du marché unique toutes ces dernières années. On a complètement oublié les avancées sociales et la protection sociale des citoyens. Juste pour vous dire un petit mot, hein, mais l'Europe aujourd'hui n'a pas de budget. Alors on dit l'Europe elle est libérale, elle est comme les États-Unis. Non, non. Les États-Unis, ils ont un budget public qui s'élève à 30% de leur PIB. L'Europe, c'est 1%. Ça veut dire qu'on est ultra-libéraux. L'Union européenne telle qu'elle est conçue, aujourd'hui, n'est faite que pour le marché et les forces économiques, et on peut tout à fait reprendre la main sur les questions budgétaires de manière démocratique pour financer à la fois des projets et la protection sociale. Puis il y a un point que je voudrais vous dire aussi, et je sais que ça parle à Eric, mais c'est que on ne peut plus effectivement baser l'Europe sur les politiques d'austérité, on ne peut plus baser l'Europe sur cette règle des 3%, même si on est en train de sortir, hein, chacun des États membres, des procédures de déficit budgétaire, mais il faut absolument qu'on refonde complètement tous ces systèmes technocratiques du semestre européen, du budget européen, etc., pour les fonder sur des nouveaux indicateurs de richesse. C'est ce qu'a fait Eva Sas avec l'adoption d'une loi en France dans la dernière mandature. Alors c'est pas appliqué aujourd'hui, mais on a besoin de pousser les politiques pour qu'ils aillent dans ce sens-là. Et puis l'Europe, qui n'est pas libérale et qui est la nôtre, forcément, mais c'est l'Europe effectivement de la préservation des ressources. J'ai envie de dire, c'est l'urgence de toutes les urgences. On a dépassé les limites planétaires. Vous savez que l'Europe consomme 2,2 planètes par an, la France 2,9, donc on est loin d'être en capacité de donner des exemples malgré l'énergie nucléaire. C'est aussi effectivement l'Europe de la solidarité avec le vivant, c'est l'attribution de nouveaux droits aux animaux, et je salue ici le travail de Pascal Durand, mais aussi aux poissons, et on a aussi beaucoup avancé sur la pêche avec Yannick Jadot. Et puis le dernier point que je voulais soulever par rapport à ça, c'est qu'on nous dit beaucoup en France, et c'est différent dans d'autres pays, comme par exemple aux États-Unis ou dans tous les pays anglo-saxons, mais on nous dit en France que l'écologie c'est un truc de bobo. Moi j'ai envie d'affirmer ici avec vous que l'écologie en fait c'est la solidarité et c'est l'égalité. Quelques chiffres pour vous donner un peu des exemples. En Grande-Bretagne, 10% des populations les plus pauvres, dans les 10% des populations les plus pauvres, 16% d'entre eux vivent en zone inondable. 1% seulement des plus riches. Or, on sait que, notamment sur le littoral aquitain, on a de nombreux territoires qui vont disparaître sous les eaux. On sait qui sont les premiers touchés. De la même manière, aux États-Unis, à côté des centrales à charbon, les riverains des centrales à charbon sont à 76% des non-blancs. On n'a pas ces chiffres-là en France. Hein. Non seulement on refuse les statistiques ethniques, mais en plus l'égalité environnementale est un point noir absolu de la vie politique française. Et puis ce qu'on observe aussi dans les cas de catastrophes naturelles liées à l'homme, c'est que les violences faites aux femmes sont en pleine recrudescence, et donc au-delà des périodes de canicule, effectivement, ces violences remontent. Et peut-être, pour terminer, par rapport au territoire et le fait qu'on soit effectivement à Grenoble, sur un territoire écolo, qu'on ait gagné Amsterdam, qu'on ait gagné Innsbruck, et que je crois profondément et fondamentalement qu'en réalité, si on arrive à changer l'Europe, ce sera par le bas, ce sera par ces territoires, ce sera parce qu'on y aura gagné des politiques seules, sur place, mais aussi en construisant des solidarités, comme on a pu le voir avec les villes anti-TAFTA, comme on le voit avec les villes refuges, et sur d'autres sujets. L'Europe qu'on veut, c'est l'Europe des territoires. C'est celle qui décide que non, on n'acceptera pas des accords de libre-échange entre grands blocs internationaux, mais que oui, on le fera au service des territoires et décidé par eux, avec une part de souveraineté qui leur sera retransmise. Que non, l'investissement en Europe, ça ne doit pas être ces 1000 milliards ou 3000 milliards ou je ne sais pas combien d'euros dépensés comme le plan Juncker, dans des grands projets que l'on dit inutiles et qui ne servent finalement ni à protéger les ressources ni à construire l'égalité, mais bien que cet investissement sera fait là aussi au service et décidé par les territoires. Enfin, l'Europe du local, celle qui se permet de sortir de la concurrence libre et non faussée, qui instaure une garantie des services publics, qui change ses règles pour permettre une alimentation saine et des circuits courts sur les territoires, qui met également des trains sur les territoires, qui sauvent l'eau,
qui est l'une des quatre limites planétaires très en danger. Et puis ce que je voulais dire, et peut-être finir par là, c'est que effectivement, dans les traités, il y a une inscription, une orientation néolibérale. Mais il y a des tas de choses que les dirigeants politiques européens ont décidé, que ce soit sur les migrants, que ce soit sur l'austérité ou sur des tas d'autres sujets, ce qui a été fait à la Grèce, ce qui a été fait à l'Italie, tous ces sujets-là qui ont été décidés par une volonté politique. Et c'est pas gravé dans les traités. Alors, par une volonté politique, en changeant d'orientation, on peut effectivement changer cette Europe-là, mais quand même, un traité, c'est pas censé dicter une politique économique. Un traité, c'est censé garantir des droits qui soient civiques, qui soient sociaux, qui soient environnementaux, et décrire le fonctionnement des institutions. Et donc pour ça, nous faisons de la Constituante l'une de nos propositions prioritaires. Alors, parmi les propositions que je vous ai données aujourd'hui, je ne sais pas combien j'en ai dites, je ne les ai pas comptées, mais ça fait plusieurs mois qu'on a commencé ce travail au sein d'Europe Écologie Les Verts, et depuis le mois de mars qu'on les a mis en discussion avec la société civile. Donc moi je fais un peu le tour de France pour venir raconter ces propositions-là, mais on a aussi mis en ligne des formulaires, des questionnaires, une adresse mail sur lequel on peut nous renvoyer des propositions ou commenter celles qui existent et les prioriser. Pour ça, on a besoin de tout le monde et donc on serait ravis de recevoir vos contributions. Donc maintenant, je vais faire réagir nos intervenants à des questions, mais d'abord je vais vous les poser à vous, ces questions. Donc vous avez avec vous des petits papiers. Vous allez les prendre. Donc je vais vous poser des questions et vous allez me montrer avec vos petits papiers, ce que vous voulez me répondre. Vous n'allez pas me répondre oralement, hein. Parlez avec vos papiers. Alors, le papier vert, c'est que vous êtes complètement d'accord avec la question que je vous pose. Le papier jaune, c'est que vous êtes partiellement d'accord. Le papier bleu, c'est que vous êtes plutôt en désaccord. Et le papier rouge, c'est que vous êtes vraiment en désaccord. Et on va voir si nos intervenants ils sont d'accord avec vous. Et on va voir surtout ce qu'ils apportent comme élément d'information pour vous aider à y voir plus clair. La première question que je voudrais vous poser, elle est toute simple. C'est est-ce que vous pensez que vous comprenez bien les institutions européennes? Est-ce que vous pensez que vous les comprenez aussi bien que les institutions françaises? Est-ce que pour vous c'est très clair? Le Parlement, la Commission, le Conseil, tout ça, est-ce que c'est très fluide pour vous? Alors je rappelle le code couleur. Le vert, c'est que vous êtes d'accord avec ce que je dis. C'est-à-dire que vous comprenez très bien les institutions européennes. Le jaune, c'est que vous êtes à peu près d'accord. Donc vous comprenez à peu près bien, vous avez une idée de ce qui se passe au niveau des institutions européennes. Le bleu, c'est que vous êtes partiellement d'accord, en désaccord, plutôt partiellement en désaccord. Et le rouge, c'est que vraiment vous y comprenez rien du tout. Donc il y a quand même quelques courageux qui mettent des verts, et il y a beaucoup de courageux qui mettent des rouges. Mais il y a aussi des courageux qui mettent des verts. La deuxième question que je vais vous poser, c'est est-ce que ces institutions, elles vous paraissent démocratiques? Et est-ce que vous en comprenez si elles ne vous paraissent pas démocratiques? Enfin voilà, qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'elles vous paraissent démocratiques? Et est-ce que si elles ne vous paraissent pas démocratiques, c'est très clair pourquoi pour vous elles ne sont pas démocratiques? Qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas démocratiques? Donc ça fait deux questions. Donc on va commencer par est-ce que vous pensez qu'elles sont démocratiques ces institutions? Il y a quand même quelques verts. Il y en a un. En fait, il y a un vert. Il y en a deux. Il y a deux verts. Donc il y en a trois. Donc il y a trois personnes qui pensent que quand même les institutions européennes sont assez démocratiques. Et est-ce que vous pensez qu'elles sont aussi démocratiques, ces institutions, que les institutions de la 5e République française? Donc la 5e République, c'est la République sur laquelle on vit, hein. Et donc est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en France, finalement, c'est plus démocratique? C'est pas l'impression. Donc il y a quand même pas mal de verts, hein. Donc il y a quand même des gens qui... Mais il y a des rouges aussi. Donc il y a des rouges, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent vraiment que... Vous pouvez répéter la question?
La question c'est, est-ce que vous pensez que les institutions européennes, elles sont moins démocratiques que les institutions de la Ve République en France, sur lesquelles on vit actuellement? Moins démocratiques. Ah, vous voulez? D'accord, comment répondre? Ok, alors, si vous pensez qu'elles sont moins démocratiques, vous allez me montrer votre carton vert parce que vous êtes d'accord avec ce que je dis. Si vous pensez qu'elles sont plus démocratiques ou aussi démocratiques, vous allez me montrer votre carton vert, votre carton rouge. Donc si vous pensez qu'elles sont plus démocratiques, donc vous êtes d'accord avec l'affirmation qu'elles sont plus démocratiques, vous montrez. Qu'elles sont moins démocratiques, vous montrez votre carton vert. Si vous pensez qu'elles sont moins démocratiques, vous montrez votre carton vert. Donc, on a quand même des verts. 1, 2, 3, 4. Donc on a 5 ou 6. Non, une dizaine de personnes qui pensent qu'elles sont moins démocratiques. On a quelques personnes qui pensent qu'elles sont donc jaunes, c'est-à-dire qu'elles sont à peu près équivalentes. Et puis on a quand même des cartons, des rouges. Donc on a quand même des gens qui pensent que les institutions européennes sont moins démocratiques que la République française. C'est divisé, mais surtout, je pense que le code couleur, enfin, il faut que j'arrive à poser des affirmations plutôt que des questions. Mais je ne suis pas très à l'aise avec ce système, vous l'aurez compris, donc il faut que j'arrive à poser des affirmations. En tous les cas, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais inviter les intervenants à s'interroger sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les institutions européennes sont peut-être peu démocratiques, qu'est-ce qui pourrait faire qu'elles pourraient être plus démocratiques, qu'est-ce qui fait que finalement en France c'est pas plus démocratique, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'écologiste pour faire avancer les choses aujourd'hui à court terme et à long terme. Philippe, je te laisse commencer, et puis après Marie. Je trouvais que les questions étaient un peu dégueulasses parce que aller comparer, quand tu poses la question est-ce que les institutions européennes sont plus complexes ou plus simples que les françaises, tu aurais comparé à la Belgique. La Belgique, je suis toujours pas foutu d'expliquer les institutions de la région de Bruxelles-Capitale, donc une des régions bruxelloises. C'est très compliqué. Comparé à ça, l'Europe c'est simple. Mais chez vous, c'est les institutions les plus simples du monde. Le roi est élu, il décide de tout. Il n'y a pas moyen de faire plus simple. Si, il y a moyen de faire plus simple. En fait, non. Parce que si on compare à la Chine, le processus de désignation du chef absolu est beaucoup plus obscur que le processus français. Donc oui, je crois que vous devez avoir le record de la simplicité. Donc c'est pas ça le sujet. La question démocratique. Si je veux être formé, les institutions européennes, c'est quoi? C'est la Commission qui est, allez, pour le faire simple, le gouvernement, l'exécutif, et qui fait, c'est déjà un peu bizarre, mais les propositions de textes législatifs. Alors certes, les 28 commissaires par État ne sont pas exactement issus du suffrage universel, en tout cas pas direct, mais ils sont désignés par les 28 gouvernements, un par gouvernement de l'Union, et donc quelque part ils reflètent les majorités politiques de chacun des États membres. Et en plus de ça, ils doivent venir plancher devant le Parlement européen pour se faire adouber ou non. On en retoque toujours l'un ou l'autre à chaque itération. Et donc on ne peut pas tout à fait dire, enfin on ne peut pas dire du tout, que les commissaires européens sont des fonctionnaires non élus. Ce sont pour la plupart des anciens premiers ministres, des anciens ministres, en tout cas ce sont des responsables politiques dont le processus de désignation est politique. Et puis il y a le Parlement. Alors là, je ne pense pas qu'on peut contester, le Parlement est élu au suffrage universel. On peut contester la proportionnalité de la représentation, puisqu'un pays de 65 millions d'habitants comme la France aura 79 députés, si je ne me trompe cette fois-ci, alors qu'un pays comme Malte, qui en compte entre 300 et 400 000, je ne sais plus exactement, en compte 6. C'est pas exactement proportionnel. Donc on peut questionner, et la Cour constitutionnelle allemande le fait, le caractère démocratique lorsque la représentation, lorsque, si vous voulez, un élu représente beaucoup plus d'électeurs que d'autres, alors que nous avons une voix chacun au Parlement européen. Ce genre de biais est observable en France aussi. Je veux dire, si vous regardez le Sénat, on ne peut pas dire qu'il est exactement représentatif de la société française. Bref. Donc là, on peut discuter, néanmoins, nous sommes directement élus. D'accord? Et la troisième institution, c'est le Conseil,
le Conseil des ministres, le Conseil européen, qui est en fait l'assemblée des gouvernements des États membres, dont on ne peut pas contester la légitimité démocratique au sein des États. Lorsqu'on décide d'un plan d'aide à la Grèce, vous allez dire tout ça est décidé par des fonctionnaires, c'est pas très démocratique. En fait, ces plans d'aide à la Grèce ont été adoptés par le Conseil européen, en particulier par les ministres des Finances, qui eux sont en principe chacun comptable de leurs actes devant leur Parlement national. Alors il se fait que ils sont comptables, si on veut. Je veux dire, en Allemagne, le ministre des Finances est obligé d'aller plancher devant le Parlement fédéral, alors qu'en France, je veux dire, l'Assemblée nationale n'a pas des pouvoirs très développés. Enfin, je ne pense pas qu'on l'a consulté dans le cadre des plans d'aide à la Grèce. Bref. Formellement, donc, on peut dire, bah, écoutez, vous n'avez rien à dire, puisque ces institutions sont, certes, un embryon de démocratie transnationale, mais en tout cas, tous ceux qui les peuplent sont des gens qui sont passés par un processus électoral, soit au premier degré, soit au second. Mais est-ce que c'est là que se trouve le problème? Parce que, si je reprends la définition de la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple, alors déjà, c'est par les représentants du peuple, c'est pas exactement ça, mais surtout pour le peuple, je pense que c'est là que ça coince un petit peu. Je pense que le sentiment, plus dans les tripes que dans les têtes, que beaucoup de nos concitoyens ont, c'est qu'en fait, les politiques qui sortent de la boîte de l'Union européenne sont des politiques dont il est assez difficile de défendre dans beaucoup de cas, que ce sont des politiques qui sont pour le peuple. Je veux dire, si on voit les politiques néolibérales menées en Europe depuis quand même, on va dire, un quart de siècle, entre les traités de libre-échange, la dérégulation financière et puis un petit peu de régulation après la crise, mais la logique d'un marché unique et d'une monnaie commune avec une concurrence fiscale et sociale entre les États membres, ben, c'est une logique plutôt néolibérale qui a tendance à marcher. Elle fonctionne. Simplement au profit d'une petite partie de la population. Il est assez difficile de défendre que faire le jeu des 1% les plus riches consiste à faire le jeu, travailler pour l'intérêt général. À moins évidemment qu'on croit au fait que rendre les riches plus riches profite à tous, ou que jeter des pierres au premier de cordée est une mauvaise idée. Autrement dit, que les premiers de cordée nous emmènent tous au sommet. Et c'est en fait ça. Je pense que c'est là qu'on peut questionner le plus fort le caractère démocratique de l'Europe, en fait, des politiques menées en Europe. Mais je reviens alors à la question des équilibres politiques. Si, depuis 25 ans, l'Union européenne mène des politiques essentiellement néolibérales, certains diront que c'est parce que c'est inscrit dans les traités, mais il se fait que dans les traités, il y a des dispositions néolibérales, incontestablement, il y a des dispositions d'inspiration social-démocrate, absolument aussi, et dans les tout premiers articles, hein, c'est pas à l'article 351, c'est à l'article 2, à l'article 4, à l'article 9, on affirme l'exigence de justice sociale, d'égalité entre tous, entre les hommes et les femmes, etc. Donc tout ça s'y trouve aussi, d'accord? Mais c'est pas vraiment ça qu'on voit dans les politiques menées. Et si c'est pas ça qu'on voit, si on voit les politiques néolibérales, ben figurez-vous que c'est parce que au Parlement, au Conseil et donc à la Commission, les majorités sont néolibérales. Et je vais terminer par là. À ces moments où on a mesuré ça, c'est la ratification du traité commercial avec le Canada, le CETA, qui a été adopté, et ça c'est une nouveauté du traité constitutionnel européen, pardon, le traité de Lisbonne, qui avait été refusé par la France. Il se fait que grâce à ce traité, que j'ai soutenu, et donc au risque de choquer certains, eh bien le Parlement européen maintenant a le pouvoir de ratifier ou non les traités internationaux. Donc, le CETA est arrivé sur notre table. Il a été ratifié à une majorité à peu près des 2 tiers, à la grosse rouge. Alors, on va trouver dans ces 2 tiers, évidemment, le PPE, le parti de Merkel, de Juncker, de Orban, enfin bref, qui est le noyau dur de la mondialisation néolibérale au sein de l'Union européenne, qui est le plus grand groupe politique au Parlement européen. On a trouvé évidemment ces anciens frères un peu éloignés qui forment aujourd'hui le groupe conservateur et réformiste, c'est-à-dire les néolibéraux mais plutôt eurosceptiques. Évidemment, les libéraux, de Guy Verhofstadt et d'Emmanuel Macron, c'est assez naturel. Et tout ça ne fait pas une majorité, figurez-vous. Il a fallu autre chose. C'était quoi le renfort? C'était 62 ou 63% du groupe socialiste. Et j'aime à rappeler que si tous les socialistes avaient voté comme un socialiste, je pense, sur ce genre de traité doit voter, figurez-vous que le CETA était retoqué. Alors vous allez dire, attendez, il y a une embrouille là, puisque la gauche n'est pas majoritaire au Parlement européen. Puisque quand on additionne la gauche radicale qui a voté contre, les Verts ont voté contre,
et le groupe socialiste, un petit tiers, a voté contre. Mais même ça, si tous les socialistes avaient voté, ça ne faisait pas le compte. Figurez-vous que l'extrême droite est aussi opposée au CETA. Et donc, ça aurait été ce que d'aucuns considéraient comme une alliance malsaine. Néanmoins, il existait une majorité au Parlement européen dans ce cas-là pour retoquer le CETA. Ça n'a pas été le cas, et c'est là que je dis et je répète, tant qu'on enverra dans les parlements nationaux, européens, des majorités néolibérales, ne vous étonnez pas que ceux qui sortent de ces boîtes-là sont des politiques néolibérales. C'est le résultat du choix démocratique. Alors Philippe a dit beaucoup de choses, je voulais rajouter 3 points. Le premier, c'est pas tellement sur la 5e République française, je pense qu'on est nombreux ici à en connaître les limites, mais c'est sur la manière dont la République française traite la question européenne. D'abord, c'est quand même assez curieux, l'Union européenne met en place la garantie jeune, et là on a le gouvernement Hollande qui arrive et qui nous dit on a inventé un super truc, ça s'appelle la garantie jeune, et on va essayer de promouvoir pour chacun, pour chaque jeune, une formation ou un emploi. Alors c'est sympa, c'est une proposition écolo depuis longtemps, portée notamment par des gens qui sont un peu de par ici, je pense à Philippe Périeux. Et puis ça vient de l'Union européenne, mais alors soudainement le gouvernement français nous dit que c'est de la même manière la fin des sacs plastiques. Tout le monde s'émeut des sacs plastiques, c'est affreux, on a un 7e continent, ça tue les poissons, etc. Et c'est Ségolène Royal. Bah non, c'est l'Union européenne. Donc il y a d'abord une question d'honnêteté. Et la démocratie et la responsabilité des personnalités politiques, des responsables politiques, c'est la sincérité. Mais la question, elle est aussi du mandat qu'on donne à notre gouvernement, à notre président, d'aller représenter la France au niveau de l'Union européenne. Et là, on a un problème démocratique, mais qui est un problème démocratique purement français. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a débat à l'Assemblée nationale, au Sénat ou devant le peuple, de la position que doit prendre et défendre la France au niveau de l'Union européenne. Et d'ailleurs, même si les discussions au sein du Conseil ne sont pas complètement transparentes, pas publiées immédiatement, etc., comme nous on le demande, la France pourrait tout à fait se donner comme propre discipline de publier directement, de venir présenter et rendre des comptes sur les positions qu'elle a défendues, et ce qui fait qu'on ne connaît pas les décisions qu'elle prend sur le glyphosate, sur le diesel, sur la pêche, qu'on est obligé d'aller gratter pour avoir des infos, et que finalement les infos qu'on a sont forcément biaisées. Voilà, ça c'est le premier sujet, c'est à un moment, la démocratie européenne, elle ne jouera et elle ne fonctionnera que si les échelons intermédiaires jouent eux aussi le jeu. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a une initiative, il y a une possibilité de participation des citoyens au niveau de l'Union européenne, dont on n'a pas vraiment d'équivalent en France. Alors, il y a des territoires qui essayent de faire des choses, Saillant, à Grenoble, etc. Mais au niveau de l'Union européenne, on a une initiative citoyenne européenne, avec un seuil qui est fixé extrêmement haut, et qui n'est pas contraignant. Bah, il y a aussi une discussion qu'il faut qu'on ait, qui est qu'à un moment, quand il y a un certain nombre de citoyens européens qui demandent à mettre une question à l'ordre du jour, on puisse aussi avoir des consultations, pourquoi pas contraignantes, et pourquoi pas directement par la Commission européenne ou par le Parlement européen, organisées sur les territoires, de sorte à consulter les citoyens. Alors ça, c'est une proposition, on peut en discuter. Mais à un moment, il faut que quand on a des dispositifs, ou des débuts de dispositifs participatifs, il y ait des suites qui soient données, et je pourrais dire la même chose des consultations citoyennes d'Emmanuel Macron, qu'il a lancé à corps et à cri partout en France il y a quelques mois, dont on n'entend plus parler aujourd'hui parce que ça marche pas, et ça marche pas pour la simple et bonne raison qu'on demande aux gens de donner leur avis sans jamais avoir l'intention de revenir vers eux avec quoi que ce soit, ni comme compte rendu, ni comme proposition. Puis le dernier élément, après je m'arrête, Paul Levin, je la vois s'agiter sur sa chaise, quelque chose qui me tient profondément à cœur et qui je pense doit vraiment infuser et être diffusé partout, c'est que la démocratie, normalement, Philippe en a rappelé quelques principes, mais c'est la prise en compte de tous et de chacun et de chacune, et aussi des sans-voix. Parmi les sans-voix, on a la nature. Et moi, je crois qu'on a construit, tous ces derniers siècles, un contrat social, qu'il est désormais temps de passer à un contrat naturel. On demande, notamment au niveau des Verts européens, à ce que les éléments naturels puissent être représentés devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est pas encore tout à fait quelque chose qu'on a mis en place en France non plus, mais on a en tout cas intérêt d'avancer dans cette direction pour mettre en place vraiment une démocratie qui soit une démocratie planétaire. Merci Marie. Maintenant, je vais demander à 2 personnes de nous rejoindre pour venir poser des questions à nos 3 intervenants. Donc Simon Persicot, enseignant-chercheur, et Pascal Cloer, élu local à Grenoble.
Oui, je vais commencer une question. C'est une question finalement sur l'altérité et sur la diversité et donc sur la démocratie d'une certaine manière. Vous savez qu'à Grenoble, nous cherchons à trouver de nouvelles formes de participation citoyenne qui sont ouvertes aux habitants. C'est le fait d'habiter qui donne droit, d'une certaine manière, à participer, à donner son avis, et ils sont ouverts aussi aux 16-18 ans. Tous nos dispositifs, nous avons notamment mis en place récemment un dispositif d'interpellation qui calque celui dont vous parlez au niveau européen, même si les seuils, vous l'avez dit, sont extrêmement élevés, et qui a été annulé récemment, notamment par le tribunal administratif. Et nous avons un certain nombre d'initiatives au niveau européen aussi, des ateliers participatifs que nous mettons en œuvre toutes les années, des simulations parlementaires, et au mois d'octobre, nous allons organiser des consultations citoyennes. On va avoir 2 grandes consultations citoyennes sur 2 journées entières. La ministre s'est engagée à faire remonter toutes les propositions qui viendront de ces consultations citoyennes pour les porter aux partis politiques. Ma question est la suivante. Comment un parti peut-il garantir que ces avis seront pris en compte? Comment pouvez-vous nous assurer qu'ils seront pris en compte et comment ils seront pris en compte par le parti? Et d'une certaine manière, est-ce que, et ça c'est la deuxième question, est-ce que les avis qui seront pas forcément totalement alignés avec la pureté du projet, pour reprendre votre expression, et qui feront preuve d'une certaine diversité, seront elles aussi prises en compte? Pascal. Alors Pascal Clouer, adjoint au maire d'Éric Piolle sur Démocratie Europe. Donc je propose que Marie réponde au niveau du Parti écolo français, parce qu'il y avait une question, voilà, et puis surtout Philippe, peut-être aussi ce projet, cette consultation européenne de Macron, est-ce qu'elle va avoir une influence au niveau européen? Est-ce que vous en entendez pas? Alors, je crois d'abord qu'avoir une démocratie beaucoup plus participative que le système actuel où essentiellement on demande aux gens de voter une fois tous les 4, 5, 6 ans et puis après ça chacun retourne à ses occupations. Je pense que c'est une exigence si on veut réellement mener des politiques qui ont une chance d'avoir un impact. On est face à un besoin de transformation énorme. Je pense qu'on a une tendance naturelle dans la classe politique à dire en fait on change la société par décret, et c'est vrai que toute une série de dispositifs macro, je pense à notre système fiscal, à la construction européenne, au traité de libre-échange, ce sont des choses qui se décident au niveau macro dans les institutions. Mais si on regarde comment faire rentrer nos sociétés dans le cadre que leur fixe la nature, ben en fait il va falloir être très inventif et personne en fait n'a les solutions. Et donc la participation est pour moi une nécessité absolue, y compris au niveau de la décision. Je sais que ça suppose des changements constitutionnels, mais en fait moi je rêve, je suis assez fort sensible aux thèses du Belge David Van Reybrouck qui propose de recourir au tirage au sort pour constituer par exemple des parlements bicaméraux, une chambre élue, une chambre tirée au sort. Je pense que ce serait vraiment intéressant. Et là, on parle pas de consultation. Hein. Donc moi je veux aller beaucoup plus loin. Maintenant ça suppose des changements constitutionnels. Maintenant, des processus comme celui de Macron, d'abord je pense que, d'un côté, je n'ai pas envie de tirer dessus au bazooka parce que la démarche consistant à aller se mettre à l'écoute de la société est plutôt bienvenue. Et d'un autre côté, je sais que c'est d'abord un gadget communicationnel. Je veux dire, la grande marche des macronistes dans la montée vers les présidentielles, on a bien vu quel était le but. Le but n'était pas d'alimenter le catalogue de propositions d'En Marche, c'était plutôt de donner l'impression. Enfin, je ne pense pas que la loi travail elle est venue des consultations citoyennes, enfin, j'ai pas l'impression. Ou alors il y a un truc que j'ai raté dans le processus. Je ne pense pas que les premières lois budgétaires ou la réforme fiscale, l'abolition de l'ISF, sont sorties de la d'une idée majoritaire en France. Mais de nouveau, je peux me tromper. Alors, est-ce que les partis politiques, est-ce que les partis politiques sont tenus de simplement se faire les porte-voix de la société? En fait, la société, elle est diverse, elle est plurielle. Une partie de la société va dire, faites tout pour empêcher
que ces barbares arabo-musulmans ne foutent un orteil sur notre territoire. Une autre partie de la société va dire, nous pensons que la France est capable d'accueillir sa part, enfin de relever sa part du défi de l'asile et de la migration. C'est clair que nous, les Verts, on va choisir d'être plutôt en résonance avec les seconds, les premiers. Donc, je ne peux pas vous dire, si la société me dit qu'il faut faire ceci, je vais faire ceci. Je pense que le rôle des partis politiques est de proposer une lecture du réel, et à partir de cette lecture du réel, de proposer un chemin d'évolution pour la société. Dans une approche où en effet personne n'a raison tout seul, donc je viens d'un pays qui ne connaît pas qui est officiellement une monarchie, mais qui est en fait un système... pardon ? Un ancien empire. La Belgique, oui, elle, le Congo et le Rwanda, c'était d'abord des propriétés personnelles du roi, mais bref, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'en Belgique, on gouverne par coalition, et donc en Belgique, on n'a jamais raison tout seul. Jamais. Et donc, j'ai envie de vous dire, si le projet que nous défendons, si la lecture de la société que nous faisons, et si le projet que nous défendons est totalement déconnecté de ce que l'immense majorité de nos citoyens pensent, c'est probablement qu'on est un peu à côté de la plaque. Enfin, on peut toujours dire, moi j'ai compris, vous êtes trop con, je vais vous expliquer. C'est la démarche Macron. Mais si on veut être un tant soit peu percutant dans la société, il y a intérêt à être à l'écoute de ce qui se vit dans la société. Et de tout ce qui se vit dans la société. Je reprends le thème de la migration. Bien sûr, aujourd'hui, on va dire à la grosse louche, 60% des citoyennes et citoyens européens ont peur de l'arrivée de réfugiés et de migrants. Une autre partie de la société se dit, allez, on est capable de faire quelque chose. Je peux bien sûr dire, je vais écouter les secondes, et donc on va proposer des politiques d'accueil. Mais si je ne parle pas à ces 60%, si je n'essaye pas de comprendre que, en effet, c'est quand même inquiétant quand un quart de la population européenne est en risque de pauvreté, d'exclusion sociale, et que plus qu'un quart de la société a peur de se retrouver elle-même entraînée dans la précarisation. Moi, je comprends, évidemment, que beaucoup de nos concitoyens se disent « Attends, il y a une erreur là. On nous demande d'être solidaires vis-à-vis de gens qui sont plus en besoin que nous, dans une société qui, en fait, n'arrête pas de nous exclure. Ça ne va pas. Donc, si je ne suis pas à l'écoute de ces gens-là, je ne vais pas être capable de trouver... en tout cas, une majorité dans ma société pour dire, ok, on est capable de faire quelque chose sans pour autant mettre en péril la cohésion sociale de nos sociétés. Voilà, donc je pense que nous avons une obligation d'écoute, mais autant la société n'est pas propriété des partis politiques, autant les partis politiques ne sont pas propriété des citoyens. Pour moi, je vois là un rapport d'articulation. C'est un corps intermédiaire, un parti politique. Je sais qu'en France, on est en train d'essayer de les abattre, mais je pense qu'ils ont un rôle essentiel. Partis politiques, associations, syndicats, fédérations patronales, ce sont des corps intermédiaires qui justement sont nécessaires pour faire remonter. Le mot de Macron, c'est « je suis le monarque et j'ai un contact direct et presque charnel avec mon peuple. Et donc je sais mieux que tous ces corps intermédiaires ce que veut mon peuple. Mais mon peuple, en fait, il est divers, il pense tout et son contraire, et donc personne n'a l'intelligence de la société. C'est une intelligence collective, en fait. Très bien, je comprends qu'il y ait une tension entre ce que propose la lecture idéologique du parti, c'est bien normal, et ce que peut penser l'ensemble des citoyens dans leur diversité, mais je réagis au terme que vous avez employé tout à l'heure, Marie, en parlant de pureté de projet. Moi, est-ce que, raisonnablement, vous pensez qu'on peut parler de pureté de projet et d'appeler en même temps à la diversité? Je crois que Marie faisait un trait d'humour, en fait. Voilà, elle répondait à Eric, par ironie. Non, je faisais un trait d'humour, mais non, je peux vraiment rebondir là-dessus. Moi, je partage entièrement ce qu'a dit Philippe. C'est pour ça que je disais, j'ai pas besoin de rebondir dessus. Moi, je crois que quand on fait une consultation des citoyens, on est forcément, à un moment, on oriente les questions d'une manière ou d'une autre. Quand on les oriente pas du tout, en fait, on crée pas le débat, on sollicite rien, et je pense que c'est mentir, de dire, on a un projet de société, on va aller le proposer, on est prêt à le faire bouger, à le faire avancer avec ce qu'on reçoit, c'est une chose, mais en gardant très fortement les valeurs dans lesquelles on est ancré.
Par contre, de prétendre qu'on va aller consulter et adopter toutes les propositions des gens, on n'arrête pas de dire, il y a des gouvernements et des responsables politiques qui font au sondage, au nez au sondage, et qui donc, ça nous amène à des trucs genre la déchéance de nationalité. Il ne faut pas oublier qu'en Suisse, ceux qui ont interdit les minarets, c'était bien une consultation citoyenne. Donc on peut avoir tout et rien. On a des peuples qui, à plus de 50%, votent extrême droite aujourd'hui en Europe. Donc il faut faire très attention à tout ça. Et je crois que notre devoir, c'est de dire voilà quelles sont nos valeurs, voilà ce qu'on met sur la table, voilà la direction qu'on veut prendre. Maintenant, tous ceux qui veulent nous faire des suggestions, on peut ensuite avancer ensemble. Et dans le cas des consultations de Macron, je pense qu'effectivement, parmi les propositions qui nous seront certainement transmises à un moment ou à un autre, je l'espère, parce qu'en fait c'est ce qu'on demande, hein, qu'il y ait un retour sur les propositions. C'était pas prévu par le gouvernement, mais s'ils ont fini par écouter, on est content. Mais on y répondra. Voilà, on fera une réponse à ça. Et je pense qu'en tout cas, dans tous les cas, quand on fait une consultation, quelle qu'elle soit, quand on reçoit un avis, la première des choses, c'est d'y répondre et de pouvoir dire comment est-ce qu'on les prend en main et quelle est notre réponse là-dessus. Voilà, après, peut-être le dernier petit point quand même, mais je pense ce qui est vraiment intéressant dans ce que vous faites à Grenoble, je trouve, c'est que c'est une extension de la citoyenneté. Cette extension-là de la citoyenneté, on la demande aussi pour l'Union européenne. On veut aller plus loin que Maastricht, qui avait donné le droit de vote aux élections locales aux autres citoyens de l'Union européenne. On pourrait tout à fait aller vers les élections cantonales, les élections régionales, voire pourquoi pas les élections nationales. On serait dans le cadre d'une véritable citoyenneté de résidence. Et puis on doit continuer à se battre pour le droit de vote des étrangers et puis pour le droit de vote à 16 ans. Mais tu auras plein de temps à la fin. Juste sur pureté, c'est un mot dont je me méfie. Je suis un écolo, je ne suis pas pu. D'accord? Je suis venu avec un Volkswagen diesel. Et c'est moi aussi, ça. Donc la pureté, je m'en méfie comme de la peste, parce qu'elle n'existe pas. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Pour moi, l'égalité de droits et de dignité entre les êtres humains, c'est un truc qui pour moi est intangible. Comment on y arrive? Ça, franchement, c'est l'intelligence collective. Ça va exactement dans la prolongation finalement de ce que vient de dire Philippe là, c'est que les corps intermédiaires dans les partis, comme les leaders d'organisation, ils ont dans leur fonction intrinsèque le fait d'écouter finalement l'environnement, d'essayer de saisir l'environnement et de proposer une traduction ancrée dans la réalité et dans les propositions concrètes de cet environnement. Donc le but n'est pas de suivre effectivement là où irait la société, parce que la société, de façon générale, évolue dans son schéma de pensée. Hein, on l'a vu, notamment, un exemple assez frappant, je trouve, de ces 30 dernières années, c'est l'évolution du rapport de la société à l'homosexualité, hein, qui passe de maladie mentale et de délit en France à, il reste un sacré travail, un sacré chemin à mener, et on en débat souvent au sein du groupe, mais à une évolution de la société qui fait que partout, petit à petit, l'égalité de dignité, l'égalité de droit avance. Hein, et c'est la façon dont est posé le débat public qui fait évoluer également la société. Nous sommes capables, en fonction de la façon dont le débat se pose, nous sommes capables de réagir très différemment, et on le voit notamment sur la question des migrants à Grenoble. Hein, la nature du débat, la nature des réactions de voisinage évolue au fil du temps, et donc les mêmes personnes peuvent prendre des positions très dures et commencer leur courrier par des insanités que j'aurais du mal à répéter tellement c'est atroce, ou dire voilà, nous sommes égaux en droit, nous comprenons pourquoi ils sont arrivés, mais ça me pose un problème de voisinage. Et du coup, la façon d'aborder la question est radicalement différente. Donc je crois que c'est notre travail, non pas de suivre hein, la logique effectivement de Macron, c'est de dire d'abord il y a ce pouvoir incarné réel qui remonte vraiment au pouvoir royal et divin dont on s'est pourtant libéré au 19e avec toute la difficulté qu'il y a eu pour cela. Mais de fait, il y a ce rapport qui casse l'écoute parce qu'il y a les sachants, et de fait le risque de se sentir sachant et de se sentir pur est toujours là. C'est pour ça que cette écoute et comment créer des espaces de confiance et des espaces d'apprentissage qui nous permettent d'avancer ensemble, c'est bien l'enjeu de ce que nous essayons dans la démocratie à Grenoble,
avec les difficultés et avec le fait qu'on tâtonne, on ajuste, et tu es bien placé pour le savoir, dans la capacité à adapter ce que nous créons ensemble. Merci. Simon, tu te présentes et puis tu poses ta question. Bonjour à tous, je m'appelle donc Simon Persicot, je suis professeur de sciences politiques sur le campus à Sciences Po Grenoble. Ma question, elle prolonge un peu ce débat-là, puisqu'elle s'intéresse en fait aux alliances, aux manières d'atteindre les objectifs qui sont très ambitieux et que vous fixez, et d'un point de vue un peu plus politique. J'ai bien compris, et je pense que dans la salle, tout le monde est d'accord pour les deux principaux objectifs que vous fixez, qui sont, premièrement, faire de l'Europe une Europe fédérale, c'est-à-dire une Europe dans laquelle les décisions sont prises de manière démocratique, dans laquelle le Parlement européen est l'institution souveraine en matière de législation, dans laquelle il y a un vrai budget qui permet d'avoir de l'investissement, qui permet d'avoir de la redistribution au niveau des différents États, et dans lesquelles donc les politiques sont réellement communes et pas seulement une petite guerre et une petite défense d'intérêts des États. Ça, c'est le premier objectif, tout à fait louable et nécessaire pour régler une partie des problèmes, notamment environnementaux. Le deuxième objectif, c'est de mettre en place des politiques écologistes. Écologistes au sens large, c'est-à-dire à la fois de défense de la planète, de garantie que le capitalisme ne va pas nous mener droit dans le mur à un très court terme, et puis écologiste au sens de solidarité, de redistribution des richesses, de protection des plus faibles, d'accueil des migrants, on en a parlé ce soir, etc. Donc ces deux objectifs sont très louables, je pense qu'ils sont partagés par, d'ailleurs, à mon avis, par un nombre plus important de la société que ce qu'on peut bien penser. Et en même temps, dans la capacité que vous, en tant qu'élu vert d'un Parlement européen, avez d'atteindre ces objectifs, j'ai pas encore l'administration de la preuve. Je m'explique un tout petit peu. Le problème, c'est que pour atteindre, en fait, qui est pour le premier objectif? L'objectif de l'Europe fédérale. C'est pour l'essentiel les libéraux, vous l'avez dit tout à l'heure Philippe, les libéraux, la social-démocratie vieillissante, pas contre non plus, et une partie de la droite, EPP, qui Schäuble par exemple, il était tout à fait pour qu'il y ait un contrôle assez strict au niveau européen, que les décisions soient prises par la Commission pour empêcher une partie des États de mettre des politiques trop dépensières. Donc il était assez fédéraliste finalement. Et qui est pour mettre en place des politiques écologistes, mais même au sens plus large de gauche, de redistribution, etc. Eh bien ce sont plutôt, c'est vous évidemment les Verts, une petite partie de la social-démocratie vieillissante, mais surtout la gauche un peu plus radicale. Et qui, elle, par contre, est très très hostile à l'Europe fédérale. Et du coup, la question que je pose, c'est soit, quel est votre objectif principal? Est-ce que vous préférez défendre d'abord l'Europe fédérale ou plutôt des politiques redistributives? Et du coup, en fonction de la réponse que vous donnez à cette question, avec qui vous topez? Est-ce que vous allez toper avec Mélenchon ou est-ce que vous allez toper avec Macron? Et c'est une question qui peut être un peu, qui peut paraître bizarre dans le cadre français, mais vous l'avez bien montré, c'est le cas en Belgique, c'est le cas au niveau de l'Union européenne, et en fait c'est le cas dans la plupart des démocraties européennes. On fonctionne par consensus, c'est-à-dire, enfin par consensus, par compromis, c'est-à-dire qu'on crée des alliances, on se met d'accord avec des partenaires avec lesquels on n'est pas d'accord, et on avance. Mais ça implique de mettre un certain nombre des objectifs initiaux de côté. Et donc lesquels vous choisirez? Macron, c'est en même temps et en même temps. Autrement dit, si on veut en Europe mener des politiques qui soient à la fois des politiques qui protègent notre cadre de vie et qui soient redistributives, en fait, il y a deux solutions. Soit on démonte le marché unique, la monnaie unique, et on revient à la souveraineté nationale. Et là, à l'intérieur de la souveraineté nationale, on peut faire ce qu'on veut, d'accord? Ou bien, on fait l'Europe sociale et fiscale. Autrement dit, on ne peut pas, et ça c'est notre approche, on ne peut pas résoudre la question sociale en Europe sans établir de manière solide un niveau fédéral à notre maison commune. Et je précise, parce qu'en France, les mots, enfin partout les mots sont connotés, mais quand on dit en France Europe fédérale, on entend une Europe centralisée à la française, puisqu'en fait le concept fédéral n'existe pas vraiment en France. Par contre, il existe en Allemagne et en Belgique, c'est-à-dire que nous avons une démocratie à plusieurs niveaux. Mais en Belgique, le centre n'a pas tout à dire. D'accord ?
il y a des politiques sur lesquelles le centre n'a rien à dire. L'État fédéral n'a rien à dire. C'est l'autonomie des régions, voire des communes ou des intercommunales. Donc, il nous faut un État fédéral à la maison commune. Là où je pense que la gauche radicale se fourvoie, c'est qu'elle pense que, en fait, on serait mieux placé pour mener des politiques écologiques et sociales en revenant à la souveraineté purement nationale. Je rappelle que la France, c'est 65 millions d'habitants, c'est donc moins d'1% de la population du monde. Si nous voulons tenir tête au changement climatique, si nous voulons répondre aux défis migratoires, si nous voulons battre les terroristes, si nous voulons tenir la dragée haute aux multinationales, bon courage à la France. D'accord ? Nous pensons que c'est une voie sans issue. Mais je respecte. Maintenant, avec qui est-ce qu'on va travailler? Avec qui est-ce qu'on va travailler? Donc, ce que vous nous entendrez dire dans la campagne, et c'est ce que nous incarnons, c'est une alternative pro-européenne, en tout cas qui veut poursuivre la construction européenne à partir de la page où elle se trouve aujourd'hui. C'est important. Donc pas on déchire le livre et on construit à partir d'une feuille blanche. Et en même temps, on veut la réorienter sur une ligne non néolibérale. Donc une ligne qui remet en fait la dignité humaine au cœur du projet politique. Alors vous allez dire, vous n'avez pas de majorité aujourd'hui. Donc c'est une double stratégie. C'est d'une part construire les rapports de force. Bien, pour faire ça, il faut que différentes forces politiques que vous avez mentionnées soient plus fortes demain qu'aujourd'hui. Est-ce que la social-démocratie est irrémédiablement vieillissante ou est-ce qu'elle peut se réinventer autour du concept de justice sociale? Est-ce que la gauche radicale saura convaincre suffisamment de monde que pour être présente en nombre au Parlement européen? Est-ce que nous serons capables de convaincre? Est-ce qu'on est capable de faire basculer le centre de gravité politique à l'intérieur des institutions? C'est donc la question du rapport de force. Et puis il y a la stratégie qui est, c'est pas annexe, mais qui est, si vous voulez, le deuxième bras de la tenaille, c'est travailler sur les failles dans le système. Je m'explique. Même au cœur de la bulle bruxelloise, qui est un des temples de la pensée unique, néolibérale, eh bien, figurez-vous qu'il y a des gens qui se posent des questions. Au mois de septembre, j'organise sur une plateforme transpartie, donc 6 des partis politiques européens, enfin des groupes politiques, la gauche radicale, des personnes de la gauche radicale, des personnes des socialistes, des Verts, des libéraux, des PPE, d'accord, et un élu de 5 Stelle. On organise une rencontre entre les économistes, on va dire de la décroissance pour faire simple, donc les économistes hétérodoxes de plusieurs familles, et le monde de la prise de décision bruxelloise. Et figurez-vous que d'emblée, quand j'ai avancé, c'est moi qui ai piloté l'idée, quand j'ai avancé cette idée auprès de très hauts fonctionnaires européens, je veux dire le patron de la Direction Générale Économique et Financière, c'est le lieu où on pilote les politiques en Grèce, par exemple. Hein. Donc c'est vous dire, on est au cœur de la bête, là. Marco Butti, qui dirige cette administration, m'a dit chiche, on le fait. Les commissaires européens m'ont dit, on vient. Et donc je constate, ils m'ont même invité, donc le même Marco Butti m'a invité à plancher devant toute sa direction générale, 600 fonctionnaires, 200 étaient présents, sur la vision que nous développons. Évidemment, les jeunes fonctionnaires étaient plus représentés que les plus anciens. Néanmoins, les membres du management étaient là, puisque c'était le patron qui avait convoqué. Et moi, j'appelle ça élargir les failles dans la forteresse de la pensée unique. Autrement dit, il y a, bien sûr, là-dedans des idéologues qui sont irrémédiablement perdus. Mais il y a des gens qui croyaient bien faire, en disant, enrichissant les riches, renforçant les multinationales, parce qu'à la fin, ça profite à tous. Et puis, ils constatent, ils regardent encore le réel de temps en temps, et ils disent, tiens, ça n'a pas l'air d'être le cas. Y aurait-il un problème? Et donc, il faut travailler à la fois sur le rapport de force, parce qu'à un moment, il faut se compter. Quand on vote des lois, quand on ratifie le CETA ou non, on se compte. Et donc, il est important d'avoir 100 écologistes au Parlement européen plutôt que 52. Ça fait une différence, d'accord? Mais, en même temps, et donc là, je reviens à la méthode Macron, en même temps, il faut travailler sur affaiblir, enfin, miner les murs de la pensée unique. Parce que je pense qu'il y a encore des choses à gagner là. Allez, je vais prendre un exemple français. Jean Pisani-Ferry. Il a écrit le programme, très largement le programme économique de Macron. C'est le même Jean Pisani-Ferry qui aujourd'hui, en décembre plutôt, se fend d'une carte blanche en disant votre politique migratoire n'a rien à voir avec l'humanisme que vous professez.
et au château, ça n'a pas été apprécié. Et puis plus récemment, on dit, en fait, le en même temps, c'est donc en même temps de gauche, en même temps de droite, c'est en même temps de droite, en même temps de droite, il y a un problème. Et donc, Jean Pisani-Ferry est un de ces exemples, et il ne m'embêtera pas de le citer nommément ici, de ces personnes qui ont plutôt bien vécu dans, je vais dire, le cadre de la mondialisation néolibérale et qui aujourd'hui se disent qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Eh bien, il faut aussi être capable de travailler avec ces gens-là. Si un jour, on veut construire à la fois le rapport de force et la coalition qui nous permettent de faire basculer les choix politiques. Il faut travailler sur tous les fronts à la fois. Alors, est-ce qu'on en a la capacité? Mais plus nombreux on est, plus on en a la capacité. Moi, je voulais bien apporter 2-3 autres éléments. Il me semble que, d'abord, les Verts ne sont pas opposés à la possibilité par moment, et les traités actuels le permettent techniquement, d'avoir quelques pays qui prennent de l'avance sur certains sujets. C'est ce qu'on a tenté sur les questions fiscales, sur la question de l'évasion fiscale. Ça a été un échec de la part parce qu'il y a eu un refus des gouvernements, mais les écologistes ne veulent pas créer, certainement pas créer 2 ou 3 types d'Europe, qui est un noyau dur, qui aurait une vie merveilleuse, et puis il est un peu plus éloigné, puis il est encore plus éloigné. Mais par contre, on n'a jamais refusé que sur des thèmes tels que l'évasion fiscale ou sur des thèmes tels que la migration, il puisse y avoir quelques pays qui tentent de faire des choses ensemble, et les traités actuels le permettent, malgré la question du veto d'une unanimité, etc., etc. La deuxième chose, c'est que je pense que ça fonctionne aussi par une culture commune qu'on se crée déjà, nous, entre Verts européens. C'est-à-dire que j'aime rappeler, parce que je trouve que trop souvent on l'oublie, que les Grünen ont été les premiers Allemands à dire que l'austérité n'était pas une solution pour la Grèce. Dans un pays qui, à ce moment-là, où c'était très difficile de le faire entendre, et où faire changer l'opinion publique là-dessus, qui pensait que l'austérité c'était une très bonne chose. Après la fin du mur, ils avaient eux-mêmes connu l'austérité, devoir vivre avec l'Europe de l'Est, etc. Et donc c'était très très difficile à ce moment-là de faire entendre ça en Allemagne, et ils ont réussi. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous, on travaille Verts français avec Verts allemands et tous les autres Verts, évidemment, pour que aussi nos Verts allemands arrivent à faire entendre dans leur débat public que aujourd'hui l'économie allemande est un problème pour l'Europe, et que ça n'est pas stigmatiser un peuple que de dire ça, mais le fait qu'elle nous oblige à une modération salariale dans toute l'Europe, etc., etc. Et ça, je pense que c'est entre nous qu'on peut aussi créer cet élan-là dans les deux pays, de la même manière que nous, Verts français, on doit dire en France que c'est scandaleux la manière dont la France refuse d'accueillir des migrants, et dit à l'Italie, à la Grèce, etc., et à l'Allemagne qui en accueillait le plein, vous devriez faire plus d'efforts quand nous, on n'en fait pas. Donc si nous-mêmes, on est en capacité de ne pas rester avec nos petites ornières, mais de dire chacun dans nos débats, attention, nous, on ne fait pas ce qu'il faut sur cette question-là. Par contre, c'est vrai que les copains, ils ne font pas non plus ce qu'il faut. Et ben, je pense qu'on peut créer quelque chose. Et enfin, sur la question du long terme, je crois que la question fédérale, elle est à long terme, évidemment. Et la question fédérale à long terme, ça va d'abord passer par une majorité culturelle qui n'existe pas aujourd'hui. Je ne sais pas qui comprend ce que ça veut dire Europe fédérale, et je pense que ça passera notamment quelque chose que les Verts français défendent, qui est la question d'essayer de créer des débats un peu partout en Europe sur est-ce qu'il ne faudrait pas une constituante, c'est-à-dire un traité fondateur de l'Europe, beaucoup plus simple que ce qu'il est aujourd'hui, et surtout un traité fondateur basé sur des grandes règles philosophiques et humanistes, et pas sur des règles monétaires. Donc ça, je pense que c'est un combat à plus long terme. Est-ce que, Marie, tu voulais réagir? Ouais, je voulais juste dire 2 mots rapidement, mais je vais aller au-delà de ce que tu viens de dire, ouais, parce que je pense que, en réalité, si on posait la question de qu'est-ce que l'Europe fédérale pour vous, on aurait tous des réponses différentes. Et d'ailleurs, en fait, quand on y réfléchit un peu, qu'un pays comme la France, comme l'Allemagne, avec un très grand nombre d'habitants, ait la même place au Conseil que la Belgique ou que l'Autriche, c'est quand même une question. Et la question du fédéralisme, c'est aussi celle du niveau auquel on met cette gouvernance-là. Alors en France, on en est loin, hein. On a encore des débats sur la réforme constitutionnelle où on refuse les langues régionales, de renforcer la place des territoires, etc., etc., ce qui est absolument scandaleux et contraire à ce que nous on porte comme projet. Mais je veux dire, on pourrait aussi se dire qu'on redescend les niveaux de décision et qu'on donne une place beaucoup plus... parce qu'il n'y a pas qu'au Parlement européen où il y a une représentation différente des populations, il y a aussi au Conseil, et c'est peut-être là qu'est la plus grande inégalité. Par contre, je pense qu'on a, pour le coup, toujours été proche, mais peut-être aujourd'hui plus que jamais, des fédéralistes
avec lesquels on doit trouver des accords. Et moi, je crois que les fédéralistes, quand ils regardent ce que fait Macron, ils parlent de déficit démocratique. Je pense que quand ils regardent ce que fait Merkel, ils parlent de déficit démocratique, et qu'en réalité, on peut vraiment avancer ensemble. Ta question, elle traduit une dualité quand même. C'est-à-dire qu'au niveau européen et du Parlement européen, parce qu'on est dans la proportionnelle, parce qu'on est dans des accords de projet, on va réussir à trouver des alliances. Et en réalité, mais Philippe a expliqué, hein, à chaque fois qu'on va promouvoir une proposition, on va travailler avec tous ceux qui veulent aller dans ce sens-là, et puis voilà, créer ces majorités-là. Alors qu'en France, on a un système où on est forcément avec les uns, avec les autres, ou contre les uns, ou contre les autres, et de toute façon, c'est comme ça. Donc moi, le point juste que je voulais avancer là-dessus, c'est qu'en réalité, par rapport à ce qu'on peut faire en France, moi je crois qu'il y a deux sujets fondamentaux sur lesquels on doit s'accorder. C'est vu l'urgence de la dégradation de la planète, la disparition de 80% des insectes, la disparition de 71% des poissons, le fait qu'on soit sur une trajectoire à 3,5, voire plus, le coût aussi financier, 2 milliards de dollars de coût du fait de la dégradation environnementale à horizon 2100, c'est la Commission européenne qui nous l'a dit. Je veux dire, toutes ces urgences-là, elles doivent faire en sorte, normalement, que la seule chose dont on s'occupe dans les 3 à 5 années à venir, ce soit la réponse à l'urgence écologique, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est fondamentalement sociale. Donc est-ce qu'on est prêt à inscrire l'ensemble de nos actions dans ce cadre-là, et que le reste soit périphérique? Parce que oui, il y a plein de sujets dont il faut qu'on s'occupe, mais c'est périphérique à cette question-là, qui en plus peut créer de l'emploi pour tous, qualifiés, non qualifiés, sur les territoires urbains, les territoires ruraux. Enfin, en plus, ça répond à plein de choses. Mais est-ce que c'est ça l'urgence? Alors qu'aujourd'hui, l'environnement est périphérique de tout le reste, écologie, pardon, est périphérique de tout le reste. Et la deuxième question, c'est effectivement cette égale dignité des êtres humains. Et je disais tout à l'heure, et du vivant, mais des êtres humains, évidemment, et en premier lieu. Et là-dessus, ça veut aussi dire une prise de décision au niveau le plus bas possible. Bon, mais quand les gens s'accordent sur ces deux fondamentaux-là, ensuite on peut avancer ensemble. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Puis peut-être la dernière chose, c'est qu'en fait, à part en Allemagne où on a Angela Merkel, quand même, et notamment en France, et moi je m'arrache les cheveux quand même depuis déjà plusieurs années, et notamment quand on regarde les mobilisations de la gauche radicale dont tu parles, hein, en fait, c'est les mêmes mecs depuis 20 ans, et vraiment des mecs, quoi. Et il n'y a que ça. Et quand on regarde les photos, il n'y a que des mecs. Et Macron, c'est pareil. Et puis quand il y a une nana, c'est Brigitte Macron pour faire les sourires sur les photos. Bah, je suis désolée, mais moi, l'Europe du 21e siècle, la France du 21e siècle, je ne la vois que avec des femmes. Donc, on va quand même laisser la parole à un homme pour finir. On va laisser Philippe finir, mais avant de finir, et pour qu'il le prenne en compte dans sa dernière parole, je vais vous poser une dernière question, et cette fois-ci, je crois que j'ai compris le système, donc je vais y arriver. Donc, c'est une affirmation. Et si vous êtes très d'accord, vous répondez vert. Si vous n'êtes pas du tout d'accord, vous répondez rouge, et entre les deux. L'Europe a des compétences en politique sociale. Il y a quand même beaucoup de verts, donc vous êtes beaucoup à penser que l'Europe a des compétences sociales. J'espère qu'il y répond, merci. Et j'ai une deuxième question. Il y a un espoir qu'on puisse faire avancer les questions sociales au niveau de l'Europe. Oh, il y a plein de verts. Elle veut une photo. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Et maintenant, je vais laisser Philippe venir nous répondre ici. Je pense que je suis le dernier obstacle entre nous et le verre de l'amitié, donc on va faire court. Vous avez raison, l'Union européenne a des compétences sociales, et quand elle les a pas, elle les prend. Je veux dire, au travers de la politique économique européenne, des conseils amicaux budgétaires faits aux États dans le cadre de la gestion de l'euro, eh bien en fait, on impose, l'Europe décide de pousser un certain type de réforme sociale, essentiellement celle que Macron pousse en France. Mais je ne vais peut-être pas parler de ça, je vais poursuivre la réflexion que j'ai entamée tout à l'heure. Pourquoi ce pari de continuer à soutenir le projet d'intégration européenne aujourd'hui incarné par l'Union européenne? Parce que je sais compter. Je l'ai dit tout à l'heure, la France c'est 1%, c'est un petit pourcent de la population du monde. Les Européens pris tous ensemble aujourd'hui, avec les Britanniques,
nous sommes 7% de la population du monde, demain nous serons 5%. Et on habite un confetti de terres émergées qui fait exactement 2,2% des terres émergées de la planète. Donc on est nombreux sur un petit confetti, on n'a pas choisi nos voisins, mais voilà, c'est ici qu'on est. Et face aux défis de ce temps, je les ai cités tout à l'heure, qui peut prétendre que n'importe lequel des États européens, même le plus grand, même les États européens qui furent à un moment des superpuissances planétaires, qui peut imaginer que seul cet État sera mieux placé pour répondre aux défis de notre temps? Autrement dit, l'intégration européenne est une question de souveraineté. Et je suis donc souverainiste. Je veux que notre démocratie reconquiert de la souveraineté face au changement climatique, face au pouvoir des multinationales, face aux gens qui nous veulent du bien, de Trump à Poutine en passant par Erdogan ou Xi Jinping. Si nous voulons avoir la souveraineté, c'est-à-dire la capacité de faire de manière autonome les choix qui déterminent notre avenir, eh bien, c'est ensemble où ça ne sera pas, où ça ne sera pas le repli national. Alors pour un Belge c'est évident, mais pour un Français non plus, c'est une voie sans issue. Alors je sais que la France a été une superpuissance planétaire, et je sais qu'on l'enseigne encore dans les livres d'histoire, mais le discours « rendez à l'Amérique sa grandeur, rendez au Royaume-Uni sa grandeur, rendez à la France sa grandeur » est un discours qui se heurte à la réalité des chiffres. Il y a 1,4 milliard de Chinois, il y a 507 millions de citoyens de l'Union européenne avant le départ des Britanniques. Ça, c'est la réalité. Alors on peut bien sûr dire, aujourd'hui, l'Europe est néolibérale, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que les majorités sont néolibérales. Et j'entends bien le discours du plan B. Vous n'entendrez pas souvent parler de Jean-Luc Mélenchon dans la campagne et des gens du plan B, mais je pense qu'il mérite quand même une réponse. La réponse est la suivante, c'est dire qu'il faut sortir de l'Union européenne pour ensuite reconstruire une nouvelle union avec des gens qui pensent comme nous. Je leur demande où sont-ils? Où sont-ils? S'ils existent, et je pense qu'ils existent déjà maintenant. Autrement dit, l'argument qui consiste à dire pour conquérir, pour que ces gens-là conquièrent des majorités pour être en dehors de l'Union européenne, ne résiste pas à l'analyse non plus. Parce que la thèse implicite, c'est en Europe, on ne peut gagner les élections, enfin dans l'Union européenne, on peut gagner les élections que si on est conforme aux prescrits de la pensée unique néolibérale. Je constate que la majorité élue en Italie aujourd'hui n'est absolument pas conforme. Alors on peut l'aimer ou pas, et je ne l'aime pas. Mais en tout cas, ce n'était pas la majorité que Bruxelles souhaitait. Donc s'ils ont pu le faire en Italie, on va dire vers l'extrême droite, pourquoi est-ce que ce serait impossible en France, avec une majorité qui remettrait l'être humain et la nature au cœur du projet de nos sociétés, en fait? Donc cet argument ne tient pas. Et à ceux qui disent, oui mais il faut le repli national, même pas pour construire une autre Europe, parce qu'on ne peut avoir de démocratie qu'au niveau national, je leur dis, l'argument qui consiste à dire, nous ne voulons plus être dans l'Union européenne parce qu'elle nous impose des politiques, ou nous ne voulons plus être dans l'Union européenne parce qu'on n'a pas envie de payer pour les autres, si on le met au bout, et ça c'est l'argument des nationalistes flamands par exemple en Belgique, on en a marre de payer pour les autres, au premier jour, c'est on en a marre de rester dans l'Union européenne parce qu'on paye pour les autres. Le lendemain, ce sera les régions les plus riches de Flandre qui diront « je ne veux pas payer pour les parties les plus pauvres de Flandre ». Le surlendemain, ce sera « pourquoi est-ce que les communes riches de la banlieue anversoise devront payer pour le centre paupérisé d'Anvers ?» À la fin des fins, c'est le chacun pour soi. En fait, qu'exprime le pari que nous faisons dans l'Union européenne, c'est nous sommes dans le même bateau. Et c'est l'opposé, l'exact opposé du pari de chacun pour soi et advienne que pourra. C'est vraiment de ça qu'on parle. C'est nous sommes ensemble, nous sommes dans la même barque. Et nous ne sommes pas nécessairement les mêmes. Nous ne pensons pas nécessairement de la même façon. Personne ne choisit ses voisins. Personne ne choisit ses voisins, sauf si on recourt à l'épuration ethnique. Et ça, c'est pas vraiment notre modèle de société. Mais malgré le fait qu'on n'a pas choisi nos voisins, c'est avec ces voisins-là que nous avons parti liés. Et donc, nous ne reconquérons la souveraineté qu'ensemble. Deuxième point, je ne vais pas beaucoup le développer parce que je l'ai fait, c'est la question de la construction du rapport de force. Construire un rapport de force suppose évidemment à la fois, et c'est parfois difficile pour les Verts, à la fois d'être crédible et désirable. Je m'explique. Souvent, on nous taxe, nous les Verts, de ne pas être crédibles. On ne va pas confier les clés de la maison à ces gens-là quand même. On me dit encore régulièrement,
moi qui ai fait 22 ans dans une multinationale américaine, concurrente de celle d'Eric, on était les ennemis jurés un petit peu, IBM et HP, on me dit, mais vous, monsieur Lambert, qui êtes compétent en matière économique et financière, que foutez-vous chez les Verts? La phrase signifie, ben, si on est compétent, on ne peut pas être chez les Verts, parce que par définition, les Verts ne sont pas compétents. Je prétends que nous avons, à mon avis, la lecture la plus solide de la réalité économique, mais il faut encore être capable de convaincre. Et ça, c'est un travail permanent. On a aussi un problème de crédibilité, je dirais, du côté de la question sociale, parce que ici, ça ne pose pas de problème, mais on a entendu un peu trop souvent des écologistes parler beaucoup de la bombe à retardement que représente notre empreinte écologique sur cette planète, et un petit peu moins de cette autre bombe à retardement que constituent les inégalités sur cette planète. Est-ce que les écolos ne sont pas des riches bobos qui en fait veulent pouvoir aller se balader dans les montagnes ici sans y trouver des déchets et respirer un air pur dans leur beau quartier? Ou est-ce que les écolos sont d'abord des défenseurs de la dignité de tous les êtres humains? Et donc ça passe évidemment par le maintien de notre maison commune. Et nous faisons partie de la nature, nous ne sommes pas extérieurs à la nature. Et donc cette ambiguïté-là, il faut la lever. Il faut la lever partout où un écolo parle, il doit être capable de parler des deux bombes à retardement, pas de simplement une seule. Mais il faut aussi être pas seulement crédible, mais désirable. Et là, c'est toute la difficulté de sortir du discours de Cassandre. Et ça, je veux dire, c'est ce qu'on fait depuis des années. On annonce, et à juste titre, je veux dire, si vous écoutez la conférence climatique, si vous consultez le panel scientifique dont j'ai oublié les acronymes sur la question de la biodiversité, il y a de quoi flipper. D'accord? Mais comment est-ce que vous réagissez quand, au journal télévisé, vous n'entendez que des mauvaises nouvelles? Ben moi, j'écoute plus le JT. J'ai pas envie d'écouter le JT. Parce qu'un discours qui se limite au discours du prophète Philippe Luluce dans Tintin et l'étoile mystérieuse, convertissez-vous avant qu'il ne soit trop tard parce que la catastrophe est proche, eh bien, c'est un discours qui me percute. Et on doit être donc capable de faire voir les solutions, avec un petit peu de modestie quand même. Et c'est là, je pense que sur le plan démocratique, nous nous inscrivons dans une dynamique différente. Au 19e et au 20e siècle, la démocratie, c'est la compétition de plusieurs groupes qui prétendent être l'avant-garde éclairée du peuple et qui, mieux que le peuple, sait ce qui est bon pour le peuple. Aujourd'hui, on voit encore cela. Mais en réalité, répondre aux défis de notre temps est d'une telle complexité que si on veut y arriver, on doit en fait être capable de se mobiliser collectivement comme société, parce qu'en fait, aucune force politique, aucun individu, a fortiori, ne comprend ce monde. Et a fortiori, connaît le chemin de la sortie. Je veux dire, on peut s'appeler Emmanuel Macron, on ne connaît pas tout. Je ne dis pas qu'il ne connaît rien à rien, mais je ne pense pas qu'il connaisse tout de tout. Et donc la vraie question, c'est est-ce que nos mécanismes démocratiques sont capables de faire émerger de l'intelligence collective? Et c'est de ce côté-là qu'il faut chercher pour les solutions. J'aime bien présenter les Verts comme des gens qui veulent être des catalyseurs de transformation. Les pédagogues de la transformation, les catalyseurs de la transformation, mais pas les prescripteurs. Autrement dit, on part d'objectifs très clairs, assurer la possibilité d'une vie digne à toutes et à tous, mais après ça, comment on y arrive? Ça, c'est la question de la mobilisation de nos intelligences collectives. Alors, je voudrais, et c'est mon troisième point, vous dire quelques mots de réaction reçue au discours que j'ai fait à Emmanuel Macron en plénière. Quel était l'objectif de ce discours? C'était, en fait, ce qu'on fait ce soir, montrer qu'il y a moyen d'être à la fois résolument, sans aucune ambiguïté, engagé pour poursuivre la construction européenne et construire un véritable État fédéral à notre maison commune, sans pour autant se vouloir les facilitateurs de la mondialisation néolibérale. C'était ça l'objectif du discours, de dire nous ne sommes pas moins européens que vous, mais encore faut-il savoir l'Europe pourquoi faire. Et pour se faire une idée de ce que vous voulez faire, on regarde ce que vous faites à domicile. Et en effet, ce que nous voyons, ce n'est pas exactement ce que nous pensons que nous devons faire si nous voulons donner la possibilité d'une vie digne à chacune et chacun de nos concitoyens. Et ce qui m'a fait le plus plaisir dans les réactions, donc j'ai eu des réactions de tous ordres, on va dire c'est à peu près 90-10, donc 10% de réactions négatives, à moitié des gens qui trouvaient inqualifiable qu'un député se permette de s'adresser ainsi à un président de la République. Donc ça veut dire qu'il reste un fond royaliste
en France et en Belgique. Des Belges ont fait ce reproche. Et puis, des gens qui estimaient, mais enfin, Macron, c'est le dernier Européen, vous devriez le rejoindre, comme le souhaite mon prédécesseur, Danny Cohn-Bendit. Il pense que les Verts devraient devenir la chapelle verte d'Europe en marche. Il n'y a aucune chance que ça se produise, je vous rassure. Mais à part cela, dans les 90% de réponses positives, d'encouragement que j'ai reçus, ceux qui m'ont le plus touché, j'ai commencé par ceux-là, ce sont les hommes et les femmes qui m'ont écrit en me disant qu'ils se sont sentis touchés par la partie qui pour moi est la plus importante du discours, quand j'ai parlé des gens qui ne sont rien. Des gens qui se sont dit, en fait, je me sens considéré comme rien. Et ça, vous vous dites, là, j'ai touché quelque chose. J'ai touché quelque chose. Et un petit peu en dessous, dans l'intensité, ce sont des personnes, alors de nouveau de France, de Belgique, mais principalement des francophones, puisque j'ai parlé français, qui m'ont dit, Monsieur Lambert, j'étais devenu eurosceptique. Et votre discours me redonne à espérer dans l'Europe. Si nous sommes capables de faire cela, pas une fois le 17 avril en plénière, mais en permanence dans nos contacts que je souhaite intenses avec les citoyens, j'y prendrai ma part en France, en tout cas je vous le dis, je pense qu'on est capable de redonner en effet l'espoir que nous reprenions le contrôle de la construction européenne. Parce que, et ce sera mon dernier point, l'heure est grave. Ce qui s'est passé ce matin au Conseil européen est la manifestation peut-être jusqu'ici la plus brutale de ce qui est en train de se passer sur le plan politique. Je ne sais plus qui l'a dit dans l'introduction que les néolibéraux et les fascistes peuvent faire bon ménage. Si vous regardez l'histoire de ce continent, si vous regardez ce qui s'est passé en Italie, en Allemagne, dans les années 20 et 30, les milieux d'affaires se sont parfaitement accommodés de régimes autoritaires, dictatoriaux, sanguinaires. Absolument. Qu'avons-nous vu au Conseil européen ce matin? L'adoption de solutions que vous trouvez dans les programmes politiques des partis d'extrême droite partout en Europe, dont certains aujourd'hui sont au pouvoir. Mais vous avez donc bien entendu, il y a eu un accord au Conseil européen. Et quand il y a un accord au Conseil européen, c'est que les 28 chefs d'État et de gouvernement ont marqué leur assentiment avec le document final. Et donc, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est le glissement, en tout cas c'est une étape de plus, dans le glissement de la famille politique traditionnelle qui a donné les pères de l'Europe, comme on les appelle, c'est souvent des mecs, c'était que des mecs, le Parti populaire européen vers l'extrême droite. Imaginez que en Italie, le Parti populaire européen a fait campagne sur les mêmes listes que l'extrême droite. Alors ils se sont séparés après ça, puisque l'extrême droite gouverne, le PPE est dans l'opposition. Mais donc imaginez Laurent Wauquiez et Marion Maréchal Le Pen faire liste commune en France. C'est ce qui s'est passé en Italie. C'est ce qui s'est passé en Italie. Le langage y est déjà, mais on n'est pas encore au stade des listes communes. On n'est pas encore au stade des listes communes. En Autriche, ils gouvernent ensemble. En Belgique, la NVA, qui est un parti d'extrême droite, est le parti le plus important de la coalition. Alors, c'est pas eux qui fournissent le Premier ministre, mais c'est eux qui dictent la conduite du Premier ministre. En Hongrie, le membre du PPE, Viktor Orban, se voit félicité chaleureusement au moment de sa victoire électorale, il y a 2-3 mois, même pas, par toute l'internationale de l'extrême droite européenne, au sein même du Parti populaire européen. On pouvait dire, oui, on a chacun ses moutons noirs, mais ici, ça devient une politique du Parti populaire européen. Et je ne me trompe pas d'adversaire, pour répondre à votre question. Nous avons nos différends avec la gauche radicale, y compris sur l'Europe. Il y en a d'autres, mais je sais où sont nos adversaires. Et vous ne m'entendrez pas dans la campagne aller casser du sucre sur le dos de Mélenchon. Je dirais simplement ceci, et ça m'arrive souvent parce qu'il y a aussi beaucoup de mélenchonistes qui m'ont félicité pour mon discours, en me disant « rejoins-nous, rejoins-nous, rejoins-nous ». Je dis non parce que je connais nos différences. Mais à des citoyennes et des citoyens qui me disent « mais je me retrouve plus dans l'approche du plan B, dans l'approche de Mélenchon », je leur dis « mais votez pour eux. Votez pour eux, parce que ce n'est pas là que nous nous trouvons. Mais nous saurons, le jour venu au Parlement européen, j'espère, nous retrouver pour les batailles sur les politiques à mener en Europe. Je n'ai aucun problème avec la diversité
avec le pluralisme politique. Je pense parfois que du côté de la France insoumise, ils en ont un. Et c'est ça que je ressens. Autrement dit, c'est cette volonté hégémonique. On le sent bien du côté de Macron, mais quelque part, curieusement, Macron et Mélenchon ont des points communs. D'abord, c'est des admirateurs de Bonaparte, et honnêtement dit, j'ai un aïeul qui a fait la campagne de Russie, et je rigole pas, c'est vrai. Mais pour quelqu'un qui a voulu faire l'unification de l'Europe par la violence armée, franchement, je ne comprends pas qu'un type comme Bonaparte puisse encore être considéré comme un héros en France. Mais l'un et l'autre veulent l'hégémonie. L'hégémonie, c'est pas la démocratie. Quand vous regardez, et je terminerai vraiment parce que bon, il commence à être tard, mais quand vous regardez comment Macron m'a répondu en plénière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par me disqualifier. C'est-à-dire, enfin il a voulu, je ne pense pas qu'il y est arrivé, mais il a commencé par dire « Je n'ai pas le confort de votre salon ». Comme si l'Élysée était moins confortable que le Parlement européen. Je pense que c'est l'inverse, mais en fait son message subliminal c'était « Moi je suis aux manettes d'un grand État, vous n'êtes qu'un vulgaire député ». Dans une démocratie, le pouvoir législatif est sur un pied d'égalité avec le pouvoir exécutif. Alors je sais que ça fait très longtemps que ça n'est plus le cas, en particulier en France, mais partout en Europe. Mais voilà, première disqualification. 2, vous avez dit, et il me l'a dit 4 fois, une fois en public, 3 fois en privé, quand je lui ai donné la corde, il m'a dit, vous avez dit beaucoup de stupidité. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et puis, quand il m'a répondu publiquement, il m'a dit, vous avez dit bêtises et contre-vérité. Quelle est la posture qu'il adopte à ce moment-là? C'est la posture du maître d'école qui donc détient le vrai et le juste et qui explique aux gamins le vrai et le juste. Alors que si vous écoutez mon discours, je marquais des points de convergence et des points de divergence avec les politiques qu'il mène. C'est-à-dire, je m'inscrivais dans le débat démocratique. Il s'inscrit hors du débat démocratique. C'est je suis le sachant, le savant, je sais. Tu ne sais pas. Et quand tu sauras, tu seras d'accord avec moi. C'est la définition même de la pensée unique. Troisième étape, enfin ça c'est la disqualification. Deuxième étape, c'est la déformation. Il me répond que sur 2 points, asile et terrorisme, en voulant laisser à croire que les Verts sont pour une politique de frontières ouverte en Europe et que les Verts sont contre la lutte antiterroriste, alors que ce que je dénonçais, c'était en effet une politique exclusivement répressive vis-à-vis de la migration et une politique qui met à mal les libertés publiques en France pour, en plus de ça, enfin dans le cadre, en justifiant la lutte, cela par la lutte antiterroriste, alors que je ne pense pas que c'est parce qu'un juge n'a pas donné à temps un mandat de surveillance ou un mandat pour faire une perquisition ou un mandat pour assigner quelqu'un à résidence qu'un attentat terroriste s'est fait. Autrement dit, on s'est servi des attentats terroristes en France pour faire passer des mesures liberticides. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, écoutez ce que dit le défenseur des droits, écoutez ce que disent les gens qui ne sont pas des extrémistes de gauche. Donc, ce que je dis, deuxième étape, donc, la déformation. Et troisième étape, c'est le déni. Parce que, sur tout le reste de ce que j'ai dit, il n'a évidemment pas répondu. Parce qu'il est avéré que la corde n'existe plus dans nos sociétés, que les riches s'enrichissent toujours plus et le reste de la société est largué. C'est tout à fait vrai que son bilan sur la question des politiques environnementales est désastreux. Mais là, évidemment, il ne voulait pas s'abaisser à répondre. Voilà l'adversaire auquel nous avons affaire. C'est la combinaison de l'extrême droite la plus décomplexée et d'un néolibéralisme qui se présente comme le meilleur rempart, comme l'extrême droite, en adoptant ses positions. Si vous voulez savoir contre qui je me battrai en 2019, ben vous savez, c'est cela. Voilà. Martin m'a autorisé à briguer un 3e mandat. On verra si je suis tête de liste en décembre, si je suis député l'année prochaine. Merci à toi Philippe, merci à vous. Merci à tous d'avoir été là. Vous aurez remarqué à quel point Philippe connaît très très bien la politique française. Bah, je peux vous dire que ce n'est pas le seul belge. Et je mets au défi un politique français d'y connaître quelque chose à la politique belge. Donc, on pourrait aussi nous intéresser à nos voisins. Merci à tous.